Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, c'est votre tour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec François Langlais, nous reviendrons sur votre programme. Vous savez que dans cette émission, nous demandons aussi aux Français ce qu'ils pensent de vous. Aïe. Mais avant, un mot du déplacement d'Emmanuel Macron demain à Moscou. Ah oui. Vous défendez plutôt la position russe. Est-ce qu'il a raison, Vladimir Poutine, de masser ses troupes à la frontière? Est-ce qu'il pourrait, selon vous, attaquer l'Ukraine? Je me serais tragiquement mal fait comprendre. Je ne défends pas la position russe. Vous essayez de le comprendre, Je défends la position suivante. La France doit être non alignée. Ce qui signifie que ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà le but. Mais vous dites que face à la menace de l'OTAN, Vladimir Poutine a raison de réagir. Je ne sais pas comment nous, Français, nous réagirions si on apprenait que M. Erdogan avait créé une alliance qui encerclerait la France. Ça ne nous ferait pas plaisir. Donc je pense que le maître mot, ça doit être la désescalade. Je reproche au président Macron d'avoir fait monter le ton à un moment donné en disant la France va défendre l'intégrité du territoire ukrainien. Tout ça me paraît complètement excessif. Si on veut jouer un rôle, il faut être non aligné. Si on choisit d'être aligné, on joue plus de rôle. On est dans un des camps. Et l'intérêt de la France, c'est pas de transformer la Russie en adversaire. Alors on va revenir à votre candidature, c'est la 3e à l'élection présidentielle et vous êtes entré en politique à la faveur de mai 68. On va voir ce que disent de vous les archives du petit écran avec Isabelle Marie, regarde. La première fois que l'on vous a vu à la télévision, Jean-Luc Mélenchon, vous fêtiez la victoire d'un élu socialiste, et oui, mais c'était en 81. Qu'y avait-il encore en vous de vos 20 ans quand vous n'imaginiez pas être un jour élu plus jeune sénateur, bien peigné, cravaté? Mais il serait trop facile, Jean-Luc Mélenchon, de vous résumer à ce que l'on voit de vous. Votre jeunesse trotskiste, vos amitiés vénézuéliennes, vos dédoublements par hologramme dans vos meetings géants, vos 600 000 abonnés sur YouTube, vos dérapages tribuniciens. La République, c'est moi! Même si vous avez été l'un des nôtres, vous n'aimez guère les journalistes. Tu fermes ta petite bouche. Auriez-vous donc oublié vos dessins signés Moz dans cet hebdo catholique? Et que dirait François Mitterrand, tant aimé jusqu'à l'imitation, de vos excès, de vos emportements, des mises en scène de vous-même sur les réseaux sociaux, de votre départ du PS, où vous les avez tous connus quand lui jusqu'au bout est resté, de votre refus enfin de choisir en 2017 entre les deux finalistes. Si cela devait recommencer, Jean-Luc Mélenchon, que feriez-vous cette fois, même si, bien sûr, vous y allez pour gagner? Jean-Luc Mélenchon, question simple, pourquoi cette 3e candidature serait la bonne? D'abord, attendez, le portrait c'est sympa, mais résumer une vie comme la mienne en une minute, je suis d'accord pour dire que c'est difficile. D'abord, je rectifie, je n'ai pas refusé de choisir. Vous n'avez pas donné de nom. C'est quand même pas pareil, hein, s'il vous plaît. Surtout quand vous venez à la télé et que vous dites, bon, il y a 2 candidats, celui-là, il ne faut surtout pas voter pour elle. Bon, quand même, tout le monde comprend. Alors non, il y a par contre 2 oublis, pardon, mais ça me cuirait si je ne vous le disais pas. Le premier, c'est que j'ai écrit presque 20 livres. Et dans ma vie, c'est important, c'est un temps considérable, plus des milliers de notes de blog. Donc mon travail de philosophie politique est absent. Et le deuxième, c'est un sujet de fierté. Je pense qu'il faut le dire. J'ai eu une décoration de l'Argentine parce que j'ai réussi à sortir 2 femmes d'un camp de torture sous la dictature du général Videla. Alors ça, je trouve que c'est souvent absent. Là, c'est à nouveau absent. Pour le reste, après, bon, c'est un portrait, quoi. C'est une vie, c'est long, une vie, vous savez. Et puis c'est court. Et pourquoi cette 3e candidature serait la bonne pour Parce que c'est ce qui nous a paru être le plus adapté au contexte. Quand on a commencé, qu'on a discuté entre nous, parmi les responsables insoumis, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on s'y prenait, on avait un programme, on le mettait à jour, on était assez fiers de nous. Et la conclusion a été que, est-ce que moi je voulais y aller? Et alors j'ai dit au bout de 3 mois, bon, je suis disponible, est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire? Et personne ne se proposant, j'ai pris en charge ce travail et je crois que je peux y arriver. Il y a un trou de souris, je l'ai dit, je ne vous dis pas que c'est un boulevard, mais ça vaut la peine de se battre, de ne pas se résigner. Moi je crois beaucoup à ça, la force de l'enthousiasme et de la volonté, ne pas se résigner parce que les gens souffrent tellement. Justement, vous avez un programme et François Langlais va nous rejoindre. Nous avons choisi une mesure qui nous semble révélatrice de l'esprit de ce programme et qui touche à l'encadrement des prix, François. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Monsieur Langlais.
Alors en ces temps d'inflation, vous voulez bloquer les prix des produits les plus courants, c'est l'eau, c'est l'énergie, les produits alimentaires de première nécessité, les loyers. Le risque, si on bloque les prix des produits courants comme l'alimentation, c'est que les entreprises et les artisans ne produisent plus parce qu'ils n'auront plus intérêt à le faire. Si vous bloquez le prix du pain et que celui de la farine augmente, les boulangers s'arrêtent de travailler, comme pendant la Révolution, vous savez que ça s'est passé. Du coup, on risque de se trouver dans des situations de pénurie comme dans les pays communistes d'avant. Oui, je voudrais vous faire observer que pour l'instant, la pénurie, elle est déjà là. C'est les gens qui ne peuvent pas se chauffer parce que c'est trop cher. Les gens qui ne peuvent pas, alors il y en a quand même, 12 millions. C'est pas le même problème. Gens qui ne peuvent pas manger, il y en a 8 millions qui sont à l'aide alimentaire. Pour eux, la pénurie est commencée. Je vous parle que de ces deux-là, pour prendre un exemple simple. Donc je propose qu'on y réfléchisse avec la tranquillité de se dire il faut répondre aux problèmes posés. La mesure de blocage des prix, c'est parce qu'il y a une situation inouïe. Les prix ont explosé. Pour être honnête, Monsieur Langlais, au départ, c'était pas dans le programme. Dans le programme, il y a des mesures structurelles pour augmenter les salaires, etc., comme le SMIC, mais pas le blocage des prix. Le blocage des prix, c'est parce que les gens sont en train de couler. Enfin, il faut quand même vous en rendre compte. Donc, comme les gens coulent, on bloque. C'est une mesure qui est provisoire, mais c'est pas la seule. Transitoire. Oui, évidemment. Évidemment que j'ai pas intérêt. Non, mais jusqu'à 1986, dans ce pays, tous les prix étaient surveillés. Ils étaient pas l'intention de revenir à ça. Ils étaient administrés, pas bloqués. Mais ils étaient déterminés. Bon, c'était les prix administrés, on disait. Moi, là, je suis sur une position blocage des prix parce que c'est une situation d'urgence. Et puis parce que je me dis, si je suis élu au mois de mai, enfin fin avril, il va falloir prendre des mesures tout de suite. Les gens ne vont pas me regarder en disant « Ah ben, monsieur Mélenchon, on attend que vous dérouliez tout votre programme. » Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est l'État qui doit compenser. Non. Je vais vous des dire, milliards pour les il y a des choses par exemple. Tout de suite. Donc déjà, on commence par bloquer les prix. Moi, je n'accepte pas de transformer le trésor public en trésor privé. Parce que c'est ça qu'est en train de faire le gouvernement. Comme il gagne plus d'argent vu que les prix ont augmenté, il distribue des chèques. Mais il y a quelqu'un à qui on ne demande rien, c'est Total, qui pourtant, la firme Total, qui a fait le bénéfice le plus extraordinaire de toute l'histoire, de toutes les entreprises de France. Bon, donc on peut leur dire, cette fois-ci, c'est vous qui mettez la main à la poche. Est-ce que vous Comme les pas 5 grandes fortunes, qui ont doublé leur capital dans l'espace des 10 dernières années. Vous avez bien compris que la crainte, c'est qu'avec un programme aussi dirigiste que le vôtre, ça déstabilise l'économie et donc les emplois. Oui, c'est ça la crainte des gens. Mais je peux aussi dire que, si vous voulez, les autres recettes, ça fait 30 ans qu'on les applique, il n'y a rien qui marche. Il y a toujours plus de chômage et plus de misère. Donc on peut peut-être essayer de faire revenir l'État, le collectif, dans la gestion de la marge de la société. Si vous voulez, il y a souvent dans l'histoire, il y a des respirations. On a beaucoup fait respirer le capital, il est temps de faire respirer le travail. Mais ce n'est pas la seule mesure que je prendrai dans l'urgence. Il y a la question de l'augmentation du SMIC, parce que ça, on peut le faire par décret. Le blocage des prix, j'ai pas besoin de loi, donc je peux le faire tout de suite. Les autres mesures structurelles, il faut passer devant l'Assemblée. Ces deux mesures. La troisième mesure, plus un seul revenu, vous savez, le minimum vieillesse, ça s'appelle maintenant ASPA, bon, allocation de solidarité, etc. Eh bien, je pense que pas une ne doit être inférieure à 1 000 €. 1 000 €, c'est le seuil de pauvreté. Alors, on est capable, dans ce pays, de trouver de quoi rémunérer le chômage technique de masse. On doit pouvoir aussi être capable de trouver de quoi faire que des gens puissent vivre une vie digne. Alors, vous savez, j'ai dit une fois, alors faut pas trop, je suis capable d'y revenir, hein, de remettre ça sur la table. Tout le monde a eu une année blanche l'année dernière. Hein, tout le monde, à peu près tout le monde, sauf ceux qui ont beaucoup. Et qu'est-ce que je vois à la sortie? Ils se sont remplis les poches. Je peux donc dire parfaitement, le CAC 40, vous avez fait 53 milliards une année, 130 milliards la suivante. Avec ça, il y a de quoi mettre 1 million de personnes au travail pendant un an à 2 000 € par mois. Donc on peut dire à ceux qui ont eu beaucoup, cette fois-ci vous mettez la main à la poche pour que les autres arrivent à respirer, à vivre enfin. On ne demande pas autre chose, hein, vivre. On va continuer, on est pris par le temps, pardon. Vous savez que dans cette émission, on a donc demandé aux Français quelles étaient vos qualités et vos défauts. Voici leurs réponses avec Adrien Gindre et notre partenaire MIFOP. Regardez. Tout d'abord, votre image personnelle, Jean-Luc Mélenchon. Près de 2 Français sur 3 vous voient comme quelqu'un d'agressif et d'arrogant. Mais dans le même temps, plus d'1 sur 2 dit que vous êtes dynamique et que vous travaillez. Ils sont d'ailleurs presque aussi nombreux à penser que vous maîtrisez vos dossiers. Passons à présent sur le terrain politique. Côté point faible, 54% des personnes interrogées disent que vous les inquiétez. 50% que vos idées sont dangereuses pour la France.
À l'inverse, on retrouve des thèmes qui vous sont chers dans vos points forts. 46% des Français pensent que vous défendez leur pouvoir d'achat, 43% que vous êtes le candidat du peuple, 41% enfin que vous avez conscience des enjeux climatiques. En conclusion, nous avons posé la question essentielle. Avez-vous l'étoffe d'un président de la République? 26% des personnes interrogées disent oui. Pour convaincre une majorité, il vous reste 9 semaines avant le premier tour. Wow. Premier mot cité par les Français, agressif. C'est pourtant une image que vous avez essayé de gommer depuis 10 ans maintenant. Ça s'est trouvé que j'ai souvent été dans l'attitude de celui qui défend les gens qui sont dans des luttes. Ça vous rend rarement sympathique parce que vous êtes indigné. Il y a eu des moments, comme celui que vous avez montré, un abus de pouvoir impossible, quand 100 policiers viennent perquisitionner chez moi. Bon, bref. Il y a des moments qui ont été tendus en général. Le bruit et la fureur. Oui, je suis le bruit et la fureur. C'est une erreur de ma part. J'ai cru que tout le monde connaissait le roman de William Faulkner et de Shakespeare. J'ai commis une erreur. Bon, alors les gens ont cru que j'étais un adepte de la fureur, pas du tout. Mais là, quand même, votre sondage, je le trouve très encourageant. Et alors, le regard des autres est rarement un critère suffisant. Hein. Vous le savez peut-être mieux les femmes que les hommes. Hein. Donc, d'accord. Mais là, je veux dire aux gens que s'il y en a, je ne sais plus combien, là, 23, 24, 26% qui me pensent capable d'être le président de la République, écoutez, je prends parce que ça m'amène au deuxième tour avec une très belle, au premier tour avec une très belle chance pour le second. Donc je vous remercie beaucoup, j'ai pas perdu ma soirée. On vous reconnaît une bonne connaissance des dossiers. C'est vrai que vous insistez beaucoup sur cette qualité. Pour vous, un président, c'est quelqu'un qui sait. Faut bosser. Il faut le dire, on est un grand pays, une grande nation. Il faut d'abord s'approprier son histoire, s'approprier ce qu'il est, le pays. Il est très... Les Français, c'est spécial. D'ailleurs, on le sait quand on compare avec les autres peuples. C'est un peuple très politique, et qui mélange des choses très différentes. Il est capable de s'enthousiasmer pour des gros fascistes, et puis la seconde d'après, de défendre des idées de gauche comme la Sécu et le reste. Donc oui, il faut travailler, il faut faire ça sérieusement. On ne se propose pas au suffrage simplement pour faire un tour sur les écrans de télé. De toute façon, dans mon cas, ma réputation est faite, et je ne fais pas carrière. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis.